Le conflit du Donbass, on vous dit, ça c'est parce que les Russes sont intervenus dans le Donbass et donc, du coup, ça a déclenché le conflit du Donbass. C'est faux. Les Russes, on va y revenir, ne sont jamais intervenus dans le Donbass, militairement. Jamais. Lisez mes lèvres, jamais. On y reviendra. J'étais à l'époque à l'OTAN et j'étais responsable de la lutte contre la prolifération des armes. Et quand les événements se sont déroulés en 2014, évidemment qu'on a eu un regard plus approfondi sur le Donbass parce qu'on voulait savoir d'où les insurgés recevaient leurs armes. Et parce qu'on dit, s'ils ont des armes, ça vient nécessairement de la Russie. En fait, ce n'est pas vrai. Tout simplement, ce qui s'est passé, on va y revenir tout à l'heure, mais c'est que les militaires russophones de l'armée ukrainienne, plutôt que de tirer sur leurs collègues russophones, ont préféré changer de côté avec armes, chars, artillerie, tout ce que vous voulez, et ils ont passé du côté des rebelles. Et c'est comme ça que l'armée rebelle s'est constituée grâce à des apports de leurs co-religionnaires, pourrait-on dire, qui ont simplement passé, qui ont quitté l'armée ukrainienne pour passer du côté de l'armée rebelle. Mais on y reviendra. Le conflit du Donbass, il a été créé par l'abrogation des lois sur les langues officielles. Il y avait une loi, l'Ukraine, vous le savez, est une mosaïque d'ethnies et de langues. Et il y avait une loi édictée en 2012, qui donnait un statut de langue officielle à plusieurs langues en Ukraine, dont l'ukrainien, naturellement, et le russe. Et ceux qui ont pris le pouvoir à Maïdan n'étaient pas des Ukrainiens ordinaires, c'était des gens, des nationalistes, et même ultranationalistes, dont le premier acte législatif, alors qu'ils n'avaient pas été élus, je le rappelle, leur premier acte législatif, le 23 février 2014, a été d'abroger cette loi et de ne faire de langue officielle que l'ukrainien. C'est-à-dire que, en principe, ça ne semble pas poser beaucoup de problèmes, mais ça veut dire que les interactions entre l'administration et le citoyen russophone, eh bien, ces interactions devaient être en ukrainien et non plus en russe. Alors, ces deux langues qui sont proches, certes, mais qui sont quand même différentes. Et pour des gens peut-être moins éduqués, moi j'ai beaucoup d'amis ukrainiens qui parlent l'ukrainien et le russe couramment, l'un et l'autre. Mais dans les régions du Donbass, ce sont des régions un peu plus pauvres, les gens parlent plus facilement le russe et pas vraiment, ils baragouinent l'ukrainien, si on peut dire ça comme ça. Donc l'abrogation de la loi a été un coup de tonnerre vraiment dans tout le sud du pays. L'intervention militaire, j'en ai parlé et j'y reviendrai, il n'y a pas eu d'intervention militaire russe. Et une autre chose qu'on voit régulièrement dans nos médias, alors évidemment la chose a un peu changé depuis le 24 février de cette année, mais quand vous regardez les rapports de nos médias, on parle toujours de républiques séparatistes. Or, les deux républiques du Donbass dont on parle n'ont jamais été séparatistes. Elles étaient autonomistes, elles n'ont jamais réclamé à sortir de l'Ukraine. Les accords de Minsk, dont on a beaucoup parlé, qui sont en deux parties, ou en deux phases, si on peut dire, les accords de Minsk 1, septembre 2014, et les accords de Minsk 2, février 2015, prévoyaient que les républiques du Donbass et de Lugansk, d'ailleurs, dans les accords de Minsk, le mot est orthographié Luhansk, parce que vous savez probablement qu'en ukrainien, le G est orthographié avec un H, donc c'est les républiques de Luhansk, la république de Luhansk, et que dans ces accords, il était prévu de régler le statut de ces républiques à l'intérieur des frontières de l'Ukraine. Il n'est pas question de rattacher ou d'avoir un lien quelconque avec la Russie. Mais en disant séparatiste, on crée l'image d'une influence russe qui cherche à s'emparer de ces républiques, ce qui n'a jamais été le cas. Et à plusieurs reprises, pendant ces 8 dernières années, donc depuis la signature des accords de Minsk, à quelques reprises, pas plusieurs, mais quelques reprises, les représentants des républiques ont demandé à la Russie, puisque les choses ne s'arrangeaient pas avec l'Ukraine, donc ils ont demandé à être attachés à la Russie, et Poutine a refusé. Ça n'était pas du tout l'objectif de la Russie d'intégrer ces républiques qui, selon les accords de Minsk, devaient avoir un statut
négocier avec les autorités de Kiev. Donc, ce que je vous raconte n'est pas le langage du Kremlin, même si certains journalistes vous le diront. En fait, de nouveau, j'ai dit que je prenais que des sources occidentales. Je cite ici je ne vais pas entrer dans les détails des 3 erreurs de Kiev, mais la source, c'est un rapport de la RAND Corporation. La RAND Corporation est un think tank qui a été créé aux États-Unis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour réfléchir sur la stratégie nucléaire américaine. C'est un think tank financé par le gouvernement américain pour conseiller le Pentagone. J'y reviendrai parce que c'est une source d'information et c'est ce rapport-là qui dit que l'origine du conflit est celui de la langue et non pas de l'intervention russe. Et d'ailleurs, quand on parle des républiques du Donbass, on croit toujours que, évidemment, parce que c'est les plus proches de la Russie, c'est pour ça qu'on dit « Ah, mais c'est l'influence russe ». Mais en réalité, en 2014, il y a d'autres républiques autonomes qui se sont créées, mais dont on n'a pas beaucoup parlé parce qu'elles ont été très éphémères, elles ont été réprimées très, très rapidement et très brutalement d'ailleurs. Vous aviez la république d'Odessa, celle de Dnipropetrovsk, celle de Kharkov, celle de Donetsk et celle de Lugansk, qui sont les 2 qui sont restées. Mais donc, il y a pratiquement tout le sud du pays s'est révolté contre l'abrogation de la loi sur les langues. Et ça, c'est des choses qu'on ignore aujourd'hui parce qu'évidemment, on essaye toujours de retirer, de pousser le plus possible la faute du côté de la Russie. Et pendant ces 8 ans, le conflit ne s'est pas arrêté. Et les Ukrainiens ont systématiquement tenté de récupérer ces républiques, les 2 républiques restantes, les 2 républiques qui résistaient encore et toujours à l'État au gouvernement de Kiev. Évidemment, c'est un conflit avec des pertes, etc., des pertes civiles. Et évidemment, on n'en parle pas beaucoup dans nos médias, parce que quand vous regardez le bilan des pertes, vous vous apercevez que plus de 80% des... Ça fonctionne. Hop là, pardon. Plus de 80%... Oh, décidément, j'y arriverai. Et ça avec le doigt, ce sera plus simple. Plus de 80% des pertes civiles sont dans les régions du Donbass. Ça veut dire que vous aviez, maintenant formulé avec d'autres termes et un peu plus provocatifs, c'est bien l'armée ukrainienne qui tirait sur ses propres citoyens. Militairement parlant, en termes de lutte contre la guérilla, c'est un peu une aberration parce qu'on aurait pu s'imaginer qu'au lieu d'essayer d'acquérir, de faire ce que les Anglais appellent « heart and mind », c'est-à-dire les cœurs et les esprits, de gagner les cœurs et les esprits des gens des républiques, on les a au contraire poussés pratiquement dans les bras de la Russie. Et par exemple, toutes les subventions aux républiques ont été évidemment supprimées, les salaires des fonctionnaires ont été stoppés, les pensions, les retraites, les assurances, tout a été stoppé carrément. Tous les services ont été stoppés à l'égard de la Crimée. Ils ont même fermé le canal d'eau potable qui alimentait la Crimée. La Crimée est une péninsule qui est entourée d'eau, mais qui en réalité est très pauvre en eau potable. Et c'est le canal du Dniepr qui approvisionnait la Crimée. Et là, les autorités de Kiev ont même fermé, ont enlevé 82% donc, des sources d'eau potable de la Crimée. Donc, au lieu d'essayer de se dire, de montrer à la population russophone on est meilleur que les autres, restez avec nous, ils ont au contraire fait tout pour que le fossé se détache de plus en plus entre les communautés.